L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va zoomer sur la capitale des Alpes à l'occasion de la sortie du livre Destination Grenoble. Et puis on va aussi tenter de suivre les traces l'un des meilleurs freeriders de la planète. Et pour parler de ces sujets, je reçois Pierre Jaillet, photographe. Bonjour. Bonjour Thibault. Bienvenue. À côté de vous, Yves Brayal, directeur de l'Office du tourisme Grenoble-Alpes Métropole. Bonjour Thibault. Bonjour Yves. Et puis Ludovic Guillodia, snowboarder, freerider, originaire de Villard-de-Lans. Bonjour. Bonjour. Alors, votre discipline, je l'ai dit, c'est le freeride. Pour ceux qui ne sortent jamais des pistes balisées, c'est quoi le freeride ? Le freeride, c'est on part en haut d'une montagne et on descend en sautant des barres rocheuses, faisant des figures et voilà, profiter de tout ce terrain de jeu naturel que nous offre la nature. Pas d'itinéraire prédéfini, chacun fait un peu, on va dire, au feeling. Alors, il y a nombreux dans l'agglomération grenobloise à pratiquer le freeride dès que les conditions en montagne le permettent. Ça se pratique également en compétition. Là, c'est un peu plus compliqué. Ben ouais, on a un repérage qui se fait uniquement à la jumelle, donc d'en face, et il faut choisir une ligne qui est le choix est libre. Et une ligne où on va pouvoir s'exprimer en fonction de notre style de ride, donc avec des sauts plus ou moins gros, une vitesse qui est plus ou moins élevée. Mais quand on repère d'en face, on voit tous les rochers, etc. Mais une fois qu'on est en haut pour descendre, c'est complètement différent. Donc voilà, c'est un sport d'expérience et il faut arriver à faire sa ligne au mieux et s'arrêter le moins possible avant les sauts. J'imagine que le repérage doit durer beaucoup plus longtemps que la descente en elle-même. Ouais, on peut aller, j'ai tendance à beaucoup repérer, mais je peux aller jusqu'à 10 heures de repérage pour une descente qui dure entre 45 secondes et 1 minute. Et vous savez à peu près, à 1 mètre près, l'endroit où vous allez passer ? À 50 cm près, je sais où je pose ma planche. Rien n'est laissé au hasard, c'est du par cœur. Après, on peut se tromper, etc. Mais si tout se passe comme je le souhaite, à 50 cm près, je pose ma planche où j'ai décidé de la poser. Comme pour les descendeurs en ski alpin, vous avez mémorisé votre itinéraire ? C'est du par cœur et le soir, dans son lit, on ferme les yeux, il y a de la visualisation, etc. et qui nous permet vraiment de se préparer au mieux pour la descente du lendemain. Alors, on l'a vu sur ces images, les pentes sont souvent très raides, même si la vidéo écrase. Mais quand on voit des compétitions de freeride, c'est impressionnant. C'est donc aussi un sport risqué. J'imagine que la chute fait partie de la panoplie du freerider professionnel. Oui, c'est sûr qu'il y a les avalanches, il y a les chutes, il y a les rochers qui sont autour. Donc c'est un sport qui est considéré comme extrême, dangereux. Maintenant, on est des professionnels, on sait, on apprend à connaître la montagne et on essaye de minimiser les risques au maximum, même si le risque zéro n'existe pas en montagne, on le sait bien. Il faut faire avec et il faut essayer de faire le mieux possible dans ce milieu hostile, j'ai envie de dire. Alors vous, ça fait plusieurs années que vous êtes sur le circuit. Vous avez connu d'ailleurs quelques années un peu plus compliquées à cause de blessures. Oui, on voit, il y a des blessures qui arrivent et aux États-Unis sur une étape du Freeride World Tour, je me suis rompu un ligament. Après plus de 10 ans de carrière, ça m'était jamais arrivé. J'ai eu 3 ans difficiles avec 3 opérations en 1 an et demi, vraiment des opérations à répétition avec un genou qui ne pliait plus, j'ai cru que j'allais mettre un terme à ma carrière, être obligé de mettre un terme à ma carrière. Finalement, j'ai réussi à m'en sortir. Et la question, c'était est-ce qu'un jour, j'arriverai à retrouver le haut niveau ? Et cette année, grâce à ma victoire du qualifier, je remonte sur le Freeride World Tour donc, pour essayer de décrocher le titre mondial l'année prochaine. Oui, parce que ces compétitions de freeride sont réservées à une élite. Quand on est blessé, quand on quitte un petit peu le milieu, il faut refaire ses preuves. Ce sont les images qu'on voit, c'est le qualifier, c'est une sorte de 2e division pour réintégrer l'élite. Vous aviez failli remporter cette compétition l'an dernier, vous aviez terminé 2e, et puis cette année, il n'y a pas eu photo. L'an dernier, effectivement, j'ai mené toute la saison le circuit qualificatif.
pour faire deuxième à la finale. Et celui qui gagne la finale me passe devant à 100 points près. Donc je loupe ma place pour le Freeride World Tour, sachant qu'il n'y a qu'un ticket pour remonter dans l'élite mondiale. Et cette année, dès le début de saison, je me suis mis à mener le classement. Et tout pouvait se jouer à la finale, comme l'année dernière. Mais j'ai gagné la finale et donc remporté le Freeride World Qualifier. Ce sont les images qu'on voit là. La finale, je crois que c'était en Autriche. En Autriche, oui. C'est ça, à Obergurgl. On vous voit là enchaîner plusieurs sauts de barre rocheuse. Vous ferez donc partie l'an prochain de l'élite, une élite très resserrée. Il n'y aura que 8 snowboarders à participer au circuit Coupe du Monde. Oui, effectivement, c'est vraiment, les places sont très chères et c'est un petit noyau. Il y a très peu de skieurs, très peu de snowboarders et effectivement 8 snowboarders concourront pour le titre mondial et j'espère que la saison se passera comme je le souhaite. Qu'est-ce que vous souhaitez? Quand on est déjà, dès le début de saison, dans les 8 meilleurs mondiaux, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif? L'objectif est là depuis quelques temps. Là, il est devant moi. J'ai rattaqué la préparation hier. J'ai pris un petit peu de break et l'objectif est d'aller chercher le titre de champion du monde dans les prochaines années. Vous serez le seul Français dans ce top 8 la saison prochaine? Oui, seul Français, mais je retrouve quand même des copains, Loïc Colomb-Paton, Léo Slemet, Mario copains Artier, skieurs, ça. Voilà, tous les copains qui sont sur le Freeride World Tour que j'avais quitté il y a quelques années, je les retrouve. Donc je suis ravi, c'est reparti avec cette belle équipe. Bon, vous aviez terminé, je crois, 5e en 2014 au classement général. Je crois que c'était votre meilleure perf sur cette compétition. Oui, au classement général, 5e, c'est ma meilleure perf. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller améliorer cette performance, d'aller chercher un podium au général, voire le titre de champion du monde. Est-ce que vous avez une arme secrète pour devancer les autres? J'ai retrouvé quelques images de vous capable de faire un backflip sur un saut de barre rocheuse en pleine face. Effectivement, ce sera l'arme secrète certainement l'année prochaine. Il y a beaucoup de snowboarders qui viennent ce qu'on appelle des 3.6, des 360. Il y en a moins qui font des backflips. Moi, mes 2 points clés, c'est la vitesse de ride et les backflips. Donc l'année prochaine, je vais essayer de rider vraiment vite, plus vite que les autres, et faire des backflips sur chaque run. Bon, c'est plus vraiment une arme secrète, parce que comme j'ai repassé les images, vos adversaires seront au courant, mais bon, je pense qu'on se connaît bien dans ce milieu. Il y aura une étape en France de ce Freeride World Tour? Alors, on n'a pas le calendrier officiel pour l'instant. Normalement, non. Il y avait une étape à Chamonix avant, elle n'y est plus. Mais voilà, rien d'officiel pour l'instant. On verra, on attend le calendrier pour 2019. Il faut proposer à Villard-de-Lans, votre station, d'accueillir une épreuve dans les années à venir. Comme ça, vous pourriez être sacré à domicile. En attendant de vous retrouver sur les faces les plus raides de la planète, on peut vous voir dans une web-série que vous avez lancée la saison dernière. Ça s'appelle Test It. Oui, effectivement, une web-série où je pars à la découverte de sports extrêmes différents et d'univers différents. Donc voilà, je sors de ma zone de confort et je vais à la rencontre d'athlètes assez atypiques, des personnages qui font des disciplines extrêmes, speed riding, plongée sous glace, rope jump, parapente freestyle, enfin il y a plein de choses à découvrir. Et c'est la 2e saison, on part pour une 3e saison l'année prochaine. Et voilà, cette année j'ai encore vécu de belles expériences avec des sports toujours aussi extra et de belles histoires. Là, on vous voit en train de vous préparer pour affronter une piste de glace. C'est une discipline assez récente qui s'appelle le crash ice. Vous voilà au départ. Vous étiez rassuré là, sur ce toboggan glacé? J'ai 9 ans de hockey sur glace derrière moi, donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir le faire. Parce que, voilà, il y a rien d'évident. C'est vraiment une discipline il faut vraiment avoir de l'adresse, de l'équilibre, etc. Mais ça a été une très belle expérience partagée avec Pacom Schmidt, qui est un des précurseurs dans la discipline français. Et une découverte d'une belle personne et une belle discipline sur cet événement à Marseille.
Vous aviez profité d'une étape de la Coupe du Monde, du circuit international de cette nouvelle discipline en France, à Marseille. Ça fait 2 ans que ça se passe sous le Vieux-Port, enfin sur le Vieux-Port. Oui. Vous pouvez pratiquement finir dans la mer si le freinage est un peu raté. Exactement, s'il n'y a pas la balustrade, c'est hop dans le Vieux-Port. Parmi tous ces sports extrêmes que vous avez testés, lequel vous a le plus impressionné? L'année dernière, j'ai eu l'occasion, avec l'équipe Pyrénaline, de faire un saut en rope jump. Ça a été une première mondiale en snowboard et en ski. Donc on a accroché des cordes pendant 5 jours dans une falaise et on a sauté d'une falaise accrochée à des cordes d'escalade. Avec 300 mètres de gaz dessous, un saut quasi 80 à 100 mètres de chute libre. Rien qu'à le voir comme ça, moi je serre déjà un petit peu les fesses. Donc... Ça a été vraiment une expérience exceptionnelle. Je rêve de faire du base jump. J'ai promis à ma femme et ma mère que je n'en ferais pas, donc maintenant c'est trop tard, malheureusement. Mais ça m'a permis de voir un peu ce qu'était le base jump et c'est magique. Magique, vraiment. Bon, on imagine que les sensations doivent être très fortes. Je crois que cette année, vous avez également, cet hiver, testé le handiski, le ski assis. Oui, effectivement, je suis allé à la rencontre de Jérôme qui a été vainqueur des X Games à Aspen, dans le Colorado, en handiski et border cross. Donc je voulais voir un petit peu, c'est complètement extrême ce qu'ils font, puisqu'ils s'élancent à 4 ou à 6 dans un parcours parsemé de bosses, de hoops, de virages relevés et avec des sauts qui peuvent aller jusqu'à plus de 20 mètres. Et découvrir cette personne et son univers, ça me tenait à cœur et on a passé un très bon moment et c'est loin d'être évident. Ah bon, on a vu sur les images. Ça fait mal de partout quand on est assis dans le fauteuil et tout. Et chapeau à ces gars-là qui font, parce qu'il fait aussi du wake, etc. Et tous ces gens qui font du sport en handi, vraiment respect et chapeau. Et les sensations sont magiques. Dans le fauteuil, on trouve des sensations qu'il n'y a pas forcément debout. Donc c'est d'autres sensations et ça a été découvrir une autre manière de glisser. Donc c'est un engin différent que ce qu'on peut utiliser depuis qu'on est petit. Donc c'était vraiment extra. Bon, la web-série s'appelle Test It. Il y a une page Facebook dédiée à tous ces épisodes. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité sur les réseaux sociaux. Il y aura bien une saison 3. Ce sera compatible avec votre activité sur le Freeride World Tour? Ouais, on projette de faire une saison 3. On a plein de belles disciplines à aller découvrir. Donc il y aura une saison 3. Bon, bah voilà, à suivre. L'aventure n'est pas terminée. Yves Braya, est-ce que vous avez une préférence entre le speed riding, la plongée sous glace ou le rope jump qu'on a vu tout à l'heure? Bon, j'aime tout et je pratique tout. Ah ben, j'en étais sûr. C'est d'ailleurs des disciplines, pour la plupart, qu'on peut pratiquer aux portes de Grenoble, dans nos massifs. Grenoble, c'est un terrain d'aventure exceptionnel tout autour. C'est une des seules villes du monde qui soit équipée comme ça en terrain d'aventure, en tout cas. Bon, ça fait partie des atouts Bien qu'une ville et qu'un office de tourisme utilise pour attirer la clientèle? Oui, de toute façon, le territoire touristique de Grenoble, c'est pas la ville de Grenoble. Déjà, nous, on est un office de tourisme métropolitain, donc la métropole, c'est aussi les montagnes, puisqu'on a du terrain d'aventure sur notre métropole. Mais aussi, le touriste qui vient à Grenoble ne va pas se contenter de suivre les frontières administratives du territoire métropolitain. Donc, effectivement, ça fait partie de notre ADN et puis de notre travail d'envoyer les gens, de leur permettre de faire des activités de pleine nature, en plus de la visite patrimoniale de la ville. Ça, c'est une évidence. Et puis, on a la Bastille aussi. C'est vrai que la Bastille est un haut lieu de pratique et de contemplation. Si vous avez des touristes qui veulent découvrir un champion de freeride, vous pouvez les envoyer à Villard-de-Lans. Ludo, il est né là-haut, il vit là-haut, et je pense qu'il les accueillera avec plaisir. On a beaucoup de touristes qui passent par Grenoble et qu'on envoie avec grand plaisir dans tous nos massifs, y compris à Villard-de-Lans, puisque le Vercors, c'est un territoire magique aussi pour les gens qui fréquentent Grenoble et sa métropole. Combien de touristes, justement, une agglomération comme Grenoble attire chaque année? Vous avez des outils pour mesurer ça? Alors, on n'a pas d'outil extrêmement précis. Il y a un outil qui est en train de se mettre en place, qui est un baromètre, qui va nous permettre de tester la fréquentation, parce qu'il n'y a pas que l'hôtellerie. Il y a aussi les musées, il y a aussi les événements. Il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent permettre de mesurer la fréquentation touristique dans une métropole ou dans une agglomération. Donc, le baromètre est en train de se mettre en place. On travaille
travaille là-dessus avec Only-Lyon notamment, pour connaître la fréquentation touristique de toutes les villes du Grand Auvergne-Rhône-Alpes. Après, on a quand même des indicateurs, notamment les nuitées hôtelières, et on voit qu'à Grenoble, on se maintient, on se tient plutôt bien. Et il y a un autre indicateur qui est la fréquentation de l'Office de tourisme et de ses activités. Et là, on est plutôt sur des indicateurs à la hausse, en tout cas sur 2017 par rapport à 2016. Et on voit sur ce début d'année 2018 qu'on a une fréquentation qui se tient bien, qui est plutôt à la hausse sur nos visites guidées, sur même la fréquentation de l'accueil et la fréquentation, là c'est carrément du chiffre d'affaires, de nos boutiques. On s'aperçoit que tout se développe effectivement sur Grenoble, donc on est plutôt optimiste. Alors, vous parlez des visites guidées, c'est vrai qu'il y a un catalogue tout au long de l'année, pour les touristes comme pour les Grenoblois, ou les habitants de la région qui veulent découvrir la ville. Là, on voit quelques images un peu particulières, puisque c'est une visite en Segway, ce drôle d'engin à deux roues, pour ceux qui veulent profiter sans avoir trop à faire fonctionner les muscles. Ça, c'est des produits qui fonctionnent bien ? Oui, alors il y a pas mal de produits qui fonctionnent bien. Ce qui fonctionne bien, c'est surtout le renouvellement de notre catalogue. Je crois qu'on est obligé de nous, enfin dans nos métiers d'office de tourisme, de faire des propositions renouvelées en permanence, parce que il y a des lassitudes qui se créent, etc. Et puis je crois qu'il faut qu'on soit aussi en phase avec l'actualité. Aujourd'hui, par exemple, le number one de la fréquentation, c'est le street art, puisqu'on a un festival à Grenoble qui est unique au monde, en tout cas unique en Europe. Du street art vraiment au cœur de la ville, et nos visites street art se remplissent de manière... enfin, on a doublé la fréquentation entre 2016 et 2017, et ça continue d'avancer très fort. Je crois que nous, on a intérêt à se renouveler tout le temps, puisque finalement, en matière de tourisme, il y a beaucoup de gens qui imaginent ne plus du tout avoir besoin d'un office de tourisme, parce que finalement, on trouve tout sur Internet. On est là pour apporter l'expérience en plus. Et l'expérience en plus, si on n'est pas capable de la donner, à ce moment-là, n'a plus lieu d'exister. Donc, un office de tourisme, c'est vraiment un apporteur de valeur ajoutée pour la fréquentation touristique. Et c'est ce à quoi nous sommes attachés, nous, depuis longtemps. Et on est vraiment toujours dans la création d'expériences. Vous évoquiez le Grenoble Street Art Fest qui a lieu au mois de juin, un événement important qui draine du monde. Les événements de l'été, ça aussi, j'imagine que c'est un atout pour une ville. On aura début juin le Critérium du Dauphiné libéré qui fera étape, qui partira de Grenoble le 8 juin, si mes tablettes sont bonnes. Oui, alors les événements sportifs et culturels sont vraiment des facteurs d'attractivité d'un territoire. Effectivement, le Critérium du Dauphiné au mois de juin, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il faut que nous, on soit toujours dans l'anticipation pour proposer à nos touristes, à nos visiteurs, des produits périphériques à ces événements, puisque finalement, ça fait venir du monde. Il y a effectivement le Critérium, on espère le Tour de France en 2019, il y a la Coupe du Monde féminine de football, il y a les internationaux de France de patinage. Tous ces événements-là, il faut qu'on les prenne vraiment en compte, qu'on informe aussi la population, mais aussi les prestataires touristiques, pour dire il va se passer quelque chose à Grenoble, parce que c'est facteur d'attractivité et de fréquentation pour le coup. Moi, je vous propose une idée comme ça, de mettre une piste de glace depuis la Bastille jusqu'au quai de France pour faire de la concurrence à l'épreuve marseillaise. Et je suis sûr que ça marcherait. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Vous évoquiez la Bastille. C'est vrai que c'est l'endroit touristique par excellence. Quand on vient à Grenoble, j'imagine que 100% des touristes qui séjournent ici y vont ou pas loin. Oui, c'est un belvédère. Donc, c'est de la Bastille qu'on découvre le mieux le territoire urbain et métropolitain. C'est sûr que de la Bastille, on voit tout et on voit aussi les montagnes. Et on voit dans quel territoire magique on est. Entre le Mont Blanc et l'Aubiou, on a toute cette chaîne de Belle Donne en face de soi, un morceau du Vercors. Franchement, la Bastille, c'est incontournable. Bon, le panorama de la Bastille, c'est pas Pierre Jaillet qui va me démentir. Pour un photographe, c'est un endroit aussi très particulier. On va voir quelques-unes de vos photos prises depuis ce belvédère naturel. Se démarquer quand on fait des photos de la Bastille, tout le monde monte là-haut pour faire sa photo. Quand on est un photographe professionnel, comment on fait pour sortir du cadre, justement ? Je dirais que c'est à la fois une très très bonne connaissance des lieux, justement, parce que quand vous adoptez un lieu et que vous le connaissez, vous voyez des choses que vous ne voyiez pas auparavant plutôt. Et puis c'est surtout trouver des belles lumières et puis des conditions climatiques un peu magiques, comme cette photo-là où vous voyez, vous avez vraiment un coucher de soleil avec le Vercors en toile de fond, des lumières, la ville qui s'allume le soir, ou des mers de nuages qui peuvent descendre très très bas, où on va voir juste quelques symboles de la ville comme les 3 tours, la tour Perret qui dépasse.
Donc c'est un mélange de toute façon. Photographier, ça veut dire écrire avec la lumière. Donc la lumière, c'est assez essentiel. Et puis après, c'est une histoire de cadrage. Et puis aussi, je trouve que la photo, ce qui est important, c'est le désir qu'on a par rapport au sujet. Moi, Grenoble, c'est une ville que je photographie maintenant depuis plus de 10 ans. J'ai commencé un premier ouvrage en 2008. Et j'essaye de me renouveler et à chaque fois de montrer mon attachement pour cette ville qui m'est si chère, en essayant de valoriser le potentiel exceptionnel de Grenoble qui petit à petit commence à être de plus en plus, on va dire, connu justement pour le territoire de jeu qu'évoquait Yves, mais pas assez pour son patrimoine, pas assez pour son offre culturelle. Voilà, il y a encore plein de choses à faire sur Grenoble, hein, et ça, par exemple, cette photo-là, peu de gens le savent, mais c'est le premier écoquartier de France. Du côté de la caserne de Bonne. Caserne de Bonne, ouais, voilà. S'il n'y a pas les montagnes, on n'aurait d'ailleurs pas pensé que c'était forcément à Grenoble. Ouais, on la voit en fond. Et puis, comme disait Stendhal, au bout de chaque rue de montagne, au Grenoble, il y a effectivement cette spécificité de cet écrin de verdure et puis ces massifs qu'on peut caresser du regard. Mais il y a aussi de nombreuses singularités à Grenoble, hein. Il y a quand même un patrimoine avec une trentaine de bâtiments monuments de France. C'est une ville très innovante, au niveau sociétal comme au niveau technologique. C'est aujourd'hui une des villes les plus innovantes d'Europe. Et puis dans l'invention, au niveau de la culture, je crois que le musée de Grenoble, c'est la deuxième collection d'art moderne en France après Pompidou. Art contemporain. Alors cette vision de Grenoble du photographe, on la retrouve dans ce livre qui vient de sortir, hein, Destination Grenoble, et toutes les photos qu'on a vues jusqu'à maintenant sont dans ce livre. Livre de photos, mais pas que. Hein. Alors tout à fait, c'est un livre, donc c'est le troisième livre que je fais sur Grenoble, et là j'ai voulu un peu innover, donc avec Véronique Granger qui a écrit de très beaux textes pour ce livre, on est allé interviewer des spécialistes dans chaque domaine. Donc au niveau du patrimoine, on a interviewé Jean Guibal. Au niveau de la culture, Guy Tossato, le directeur du musée de Grenoble. Au niveau de l'innovation, on a interviewé Stéphane Sibert, directeur du CEA, et puis on a continué après, on a interviewé pour le tourisme Yves Exbraria. Pour tout ce qui est aussi enseignement, transmission, on est allé au niveau de l'université avec Monsieur Lévy et Madame Timbroska. Et puis on a fini sur la nature avec la directrice du muséum qui s'appelle Catherine Gauthier. Et donc ça a été à la fois un livre où j'ai pris un grand plaisir à rencontrer des gens qui aimaient vraiment ce qu'ils faisaient et qui m'ont démontré à quel point Grenoble était riche au niveau de son histoire et au niveau de ce qu'elle propose, pas seulement au niveau de ses montagnes, ce terrain de jeu exceptionnel qu'on vient de décrire, mais au niveau de sa culture, au niveau de son talent pour l'innovation et puis pour aussi son lien avec la nature. Yves, vous disiez qu'on trouvait tout aujourd'hui sur Internet. Est-ce qu'un outil comme ça, un outil papier, un recueil de photos, de textes sur une ville, ça a encore une utilité Mais bien entendu, on croit tout trouver sur Internet. Mais en fait, on a besoin aussi de toucher le papier, de toucher la beauté des lieux, de toucher la beauté des choses. Et un ouvrage comme celui-ci, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que effectivement, il y a des textes qui sont très sensibles et puis les photos magnifiques. Pierre Gérard le connaît bien, hein, je veux dire, les photos magnifiques qu'il fait aussi pour nous depuis de nombreuses années. Non, on a besoin de ça. Sur Internet, on peut défricher ses voyages. Mais après, quand on va aller au fond des choses, eh bien, il faut aller voir les gens. Et puis, il faut rencontrer aussi les spécialistes. Et puis, pour découvrir du patrimoine, rien de tel que des rencontres, que des face-à-face. Et ça, Internet ne le donne pas aussi facilement. Le livre, il nous emmène aussi au-delà des frontières de Grenoble. C'est des photos qu'on voit hein, avec... C'est un jeu exceptionnel dont parlait Yves. Et puis, en fait, il faut savoir que ce livre, il est aussi beaucoup... achetés par les entreprises qui sont visitées comme le CEA et d'autres grosses institutions comme on a aussi la Synchrotron, enfin toutes les grosses institutions grenobloises peuvent l'acquérir et souvent elles vont offrir aux voyageurs, aux visiteurs un livre. Et du coup ça va être une trace, ça va être un cadeau, ça va être une trace. Et il faut savoir que les Américains ou les Asiatiques, quand ils viennent à Grenoble, déjà ils sont émerveillés par le petit patrimoine de pierre qu'on a, avec un clocher du XIVe siècle, les choses. Après, ils sont émerveillés par la nature. Et en plus, la troisième couche, la technologie, ils se disent... Il y a ce trépied grenoblois qu'on a tendance des fois à oublier, c'est-à-dire la technologie, le patrimoine, l'histoire, 2000 ans d'histoire, et cette nature exceptionnelle. Les visiteurs étrangers le voient tout de suite.
Et puis le petit chamois là qu'on a vu sur la dernière photo, il n'était pas empaillé, hein, il n'était pas complice non plus. Alors c'est un bouquetin. Ah, c'est un bouquetin. Ce qui est dans le Vercors, c'est surtout les bouquetins. Donc c'est un petit bouquetin et c'est vers le Grand Vémont, montant au Gros Vémont. Et quand on monte au Grand Vémont, les bouquetins sont habitués à avoir beaucoup de randonneurs, donc ils ne sont pas sauvages. Et ils aiment bien poser. Là, Ça, c'est le talent du photographe, d'arriver à faire poser le bouquetin. Voilà. Au bon moment. Il faut parler le au bon bouquetin, endroit. mais ça se fait. Bon, une dernière petite photo, on en a vu beaucoup issus de ce livre, c'est ma photo coup de cœur. Vous en parliez tout à l'heure, c'est 3 tours qui émergent de la mer de nuages depuis la Bastille. Moi aussi, c'est ma photo de coup de cœur. J'ai habité 10 ans dans une des 3 tours. Et effectivement, les 3 tours, elles font à peu près 90 mètres de haut. Donc, c'est les bâtiments les plus hauts avec la tour Perret. Et il s'avère que des fois, dans l'hiver, 2 à 3 fois, il peut y avoir une mer de nuages qui descend très très bas, à 60-70 mètres. Et du coup, on voit émerger ces symboles-là. Et ben Et voilà, c'est vrai que c'est assez magique. Hein. Du coup, d'ailleurs, maintenant, avec les webcams, la webcam qu'a mis l'Office du tourisme, dès qu'il y a une mer de nuages, vous voyez plein de gens monter à la Bastille. Ça devient, en quelques années, c'est vraiment devenu un spot, quoi, quelque chose, une attractivité à faire, les mers de nuages. Bon, la webcam, on peut la retrouver sur le site de l'Office. Ce livre, Pierre, on peut le trouver où à Grenoble? Toutes les librairies, les FNAC, l'Office du tourisme, partout sur Grenoble, sur Internet. Il est assez facile à trouver. Hein. Vous tapez destination Grenoble sur Internet, normalement vous le trouvez sans souci. Eh bien, très bien, merci à tous les 3. Je crois que le prochain sera sur la Chartreuse, donc pas très loin non plus de notre territoire grenoblois. Bonne continuation en tout cas à tous les 3 dans vos projets. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, mais avec d'autres invités. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.